Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois une rencontre avec Jean Van Emmelreyck. Jean Van Emmelreyck, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. avec plaisir. Alors, vous êtes psychologue et thérapeute familial. Alors, si vous voulez bien, aujourd'hui, j'aimerais pouvoir aborder 3 thèmes qui vous sont chers. La résilience, la réassurance et évidemment l'humour. Ce serait difficile de ne pas faire autrement. Alors, peut-être commencer par ce concept de résilience. On en parle beaucoup, mais en quoi consiste-t-il exactement ? C'est une vraie révolution dans la manière de penser les choses. Quand moi j'ai fait mes études de psycho quand j'étais jeune, on étudiait surtout sous la souffrance des hommes, comment les hommes souffraient. Et puis on s'est rendu compte que on n'est pas tous égaux devant la souffrance. Il y en a certains qui s'en sortent mieux que d'autres. On s'est rendu compte qu'il y en avait certains qui s'enfoncent et d'autres qui trouvent des ressources. Et on s'est posé la question, et c'est ça la révolution, au fond, comment s'y prend-on pour sortir de la souffrance? Et on s'est rendu compte qu'il y a des hommes qui ont des solutions intéressantes. Elles ont un coût, mais la résilience est donc cette manière que les hommes ont de s'en sortir, de trouver des manières de s'en sortir malgré la souffrance. Et donc, quand moi je faisais mes études de psycho, on disait sur 10 femmes violées, 3 deviennent frigides, et on étudiait ces 3 femmes. On étudiait comment elles souffraient, comment elles s'y enfonçaient. Et puis on s'est rendu compte qu'à côté, il y en avait d'autres qui trouvaient des solutions. Et la résilience, c'est comment s'en sortir malgré tout, comment trouver des ressources dans ce qu'on est, dans son réseau d'appartenance, dans sa manière de vivre, pour s'en sortir malgré tout. Donc c'est cette manière, en quelque sorte, de supporter une tension, d'arriver à absorber cette tension sans se détruire, sans s'anéantir, sans s'humilier, sans se déchirer. C'est vraiment ces ressources qui sont intéressantes parce qu'on peut aller les chercher. À partir du moment où on réfléchit avec certaines personnes comment elles se débrouillent pour s'en sortir malgré tout, on voit qu'en fait, cette manière de faire, cette manière de penser le rapport au monde peut être en fait exportée vers d'autres situations. Ça peut être une ressource thérapeutique. Justement, les personnes qui ont découvert ce concept de résilience, ils ont pris acte du fait que certaines personnes s'en sortaient et d'autres s'enfonçaient. Tout à fait. Et qu'est-ce qui fait que certaines vont s'en sortir et d'autres non? Est-ce que c'est lié, c'est inné? Non, ou bien c'est pas inné. Est-ce que tout le monde peut être résilient? Tout le monde peut être résilient, évidemment. Ah oui, tout à fait. C'est pas inné, hein. Non. C'est vraiment pas quelque chose de biologique. C'est quelque chose. Ça va avec un apprentissage. Ça va avec je dirais, son réseau d'appartenance. Ça va avec sa famille d'origine. Ça va avec les gens qu'on a autour de soi. Ça va voir avec une multitude de facteurs relationnels. Mais c'est pas, comment dirais-je, une sorte de compétence intrapsychique qu'on aurait par génétique ou qu'on aurait par chance ou par bonheur. C'est vraiment quelque chose qui se construit. Toute notre vie est faite de choc. L'homme ne peut marcher qu'à la condition qu'il puisse apprendre à tomber. Et donc notre vie n'est en fait qu'une confrontation régulière à des difficultés, à des chocs, à des pertes. Grandir se fait au prix de la souffrance, que je veux dire. Et donc, la manière dont notre réseau familial, dont les gens qui nous accompagnent dans notre apprentissage de la vie, va nous aider, ce réseau, à découvrir des ressources en nous pour dépasser les choses. Donc tout homme qui apprend à marcher tombe un jour, et au fond, comment ça va se passer quand on tombe? Est-ce que les gens qui nous entourent vont dramatiser la chose, vont la banaliser, vont rire de nous, ou au contraire vont nous aider à nous relever et à trouver en nous les ressources de faire de cette chute, au fond, une force, quelque chose que j'ai pu dépasser, qui deviendra dès lors un outil que je vais pouvoir toute ma vie utiliser, parce qu'à chaque fois que je me cognerai au monde, j'aurai cette expérience antérieure que j'ai faite, accompagnée par des gens qui m'aiment, qui m'a permis en quelque sorte de dépasser ce moment-là, et je pourrai le reproduire par la suite. Et donc, comme c'est pas inné, c'est pas génétique, c'est pas biologique, c'est vraiment un apprentissage relationnel. Mais c'est relationnel. C'est relationnel. Regardez un enfant qui tombe en rue. Vous avez, quand il tombe, pas qu'il se fracasse le corps, mais il tombe. Il est un peu surpris par ce qui lui arrive. Et vous regarderez, il va se tourner vers les gens qui l'accompagnent, son père, sa mère, l'adulte qui est avec lui. Et il va chercher sur le visage de l'adulte la réponse qu'il doit adopter par rapport à ce qui vient de lui arriver. S'il voit sur le visage de son parent quelque chose qui l'effraie, il se met à pleurer. On ne parle pas de sang qui coule, on parle d'une chute. Par contre, s'il voit sur le visage de son parent quelque chose de plus apaisé, il ne va pas se mettre à pleurer, il va faire autrement. Mais c'est ça la résilience, c'est apprendre comment je dois gérer en quelque sorte mon rapport à la souffrance grâce au fait que je sois entouré par toute une série de personnes qui m'aident à trouver des ressources en moi et en nous pour s'en sortir.
Est-ce que c'est spécialement lié à une relation au sein d'une famille, ou bien est-ce que ça peut être un regard un jour comme ça passé dans la rue, même alors que la relation n'aura pas spécialement abouti? Mais il y a ce prix Nobel brésilien qui raconte bien quelque part qu'en fait, il s'était retrouvé pour toute une série de raisons dramatiques dans la rue, perdu et abandonné de tout le monde, à vivre de rien. Et il rencontrait régulièrement, dans un parc de la ville de Rio, un monsieur qui lui donnait des cours d'économie politique. Il avait tout de suite 10-12 ans. Et donc il avait rendez-vous régulièrement avec cet homme qui lui donnait des cours d'éducation politique. Suite à cette rencontre, cet homme s'est mis à s'en sortir. Il a fait des études supérieures, il est devenu économiste. Il a fini par devenir professeur d'université et avoir une carrière brillante. Et un jour, un journaliste lui demande « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Et il raconte cette rencontre. Et il dit donc « C'est là, monsieur, que vous avez découvert votre intérêt pour l'économie politique ?» Il dit « Non, pas du tout. Dans cette rencontre, je ne comprenais pas un mot de ce que cet homme me disait. Il me donnait des cours d'éducation, enfin d'économie politique. J'avais 10-12 ans. Ça n'avait pas de sens pour moi. Mais il me regardait, il s'intéressait à moi. Et c'est dans ce regard que j'ai commencé à prendre conscience que j'existais aussi et que je pouvais au fond faire des choses. Et donc en fait, la résilience, c'est la rencontre d'un regard qui me fait exister. Donc ça n'est pas spécialement un père ou une mère ou un frère. C'est bien sûr des lieux favorisants, cela. Mais ça peut être une rencontre avec un prof, ça peut être avec un voisin, ça peut être avec un inconnu. C'est tout à coup, le regard de l'autre qui me fait faire un tout petit pas de côté et qui m'amène, grâce au regard de l'autre, à avoir sur moi un regard différent. C'est ça, naturellement, la résilience. C'est de pouvoir se regarder, pouvoir se penser et se décaler grâce à la bienveillance, grâce à la chaleur, mais simplement au fait d'exister. On n'existe pas seul. Il est impossible d'exister à soi par soi-même. C'est pas possible. Il faut passer par l'autre. C'est ce qui fait la force et la faiblesse de l'homme. Et la résilience s'installe dans cette niche particulière où j'existe grâce au regard de l'autre. Il n'y a rien de plus monstrueux sur Terre que l'indifférence. Il n'y a rien de plus monstrueux que l'abandon, c'est-à-dire quelqu'un qui souffre sous notre regard et qu'on ne fait rien. Et donc, le moindre regard posé sur quelqu'un, la plus modeste relation à cet endroit, va amener celui qui souffre à voir dans le regard de l'autre qu'il existe. Et quand il existe, il a des ressources. Et justement, ces ressources, ça va permettre à cette personne, quelle qu'était la souffrance, d'arriver à rebondir. À rebondir, oui, c'est le mot. Hein. C'est le mot, c'est-à-dire quelque part, tout à coup, ça veut dire que si j'existe, j'ai du pouvoir, je peux faire quelque chose. Je deviens acteur. Je ne suis plus enfermé et prisonnier de ma douleur, je suis acteur par rapport à ça. Et au plus modeste mouvement qu'on va pouvoir faire, il y a quelque chose qui s'enclenche, qui peut s'enclencher. C'est pour ça, quelque part, que le mot rebondir est le mot le plus juste, c'est-à-dire grâce à ce petit pas de côté, ce petit décalage, cette petite manière de faire autrement, tout à coup, mon rapport au monde n'est plus tout à fait le même et je reprends goût, je reprends saveur, je reprends mouvement et je reprends vie. Ce qui signifie, alors, si je comprends bien, c'est que la résilience ne peut pas se vivre tout seul. Il faut toujours qu'il y ait... Il y a moyen néanmoins de le vivre tout seul parce que vous et moi, dans notre histoire, on a vécu des moments où on a été soutenu, on a vécu des choses intéressantes, on a un capital biographique que l'on porte avec soi, qui est fait de richesse, qui est fait de difficultés, mais aussi de force. Et donc, quand on la vit, on vit des choses, vous savez, ce qu'on vit peut nous rappeler, par mimétisme, des événements antérieurs, et donc on peut aller rechercher dans sa mémoire, dans son souvenir, dans ce capital biographique, des solutions qu'on a appliquées hier. Donc, en quelque sorte, on peut à certains moments rebondir tout seul grâce à ce capital biographique. Un grand nombre de gens qui se sont trouvés dans les camps de concentration, qui se sont trouvés dans des situations extraordinairement dramatiques, ont survécu seuls, en exploitant ce capital biographique. On connaît tous ces histoires d'hommes qui ont parlé à leurs souvenirs, qui ont parlé à leur mémoire, qui ont entretenu un dialogue intérieur, en faisant vivre à l'intérieur d'eux des regards sur eux qu'ils n'avaient pas dans leur environnement. Donc on peut s'en sortir seul, mais on a un capital biographique. On a toujours été, d'une manière ou d'une autre, enfin on n'a pas toujours été, mais dans la majorité des cas, on a été regardé, on a été aimé, on a été accompagné, fût-ce de manière brève et maladroite. Mais il y a quelque chose qu'on porte, et l'homme a ce capital comme une richesse, naturellement. Viktor Frankl, dans un de ses livres, dit justement que les gens qui ont pu traverser les camps, c'est entre autres le fait qu'ils se savaient aimer. Tout à fait. À l'instant même où ils apprenaient que l'être aimé avait disparu, eux-mêmes dépérissaient. Tout à fait. Il parle des musulmans, hein, donc de ces hommes qui s'en sortaient pas lorsqu'ils avaient décidé, enfin quand ils ne croyaient plus
à quelque chose. Et donc, très 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 fortement, cette idée d'avoir à l'intérieur de soi un capital biographique, une série d'histoires que l'on peut se raconter et que l'on peut faire vivre au hasard du quotidien. Parce que, au fond, vous allez adopter tout à l'heure une attitude, avoir un geste, un ton de voix, une manière de poser votre tête qui va me rappeler des situations antérieures. Et ces situations antérieures, elles peuvent être riches de tendresse, d'amour ou de bonheur. Et donc, en effet, on va pouvoir s'appuyer sur ce capital-là. C'est clair, quelque part, que quand on voyait les gens aimés se faire détruire, quelque part, le souvenir en a amoindri. Merci Jean-Véléric. Je vous propose d'en rester là pour le moment avec la résilience et nous nous retrouvons alors dans quelques instants pour aborder ce deuxième thème qui vous est également très cher, qui est le thème de la réassurance. D'accord. C'est tout de suite. La réassurance. Je ne vais pas dire que vous êtes le père de la réassurance, mais pourtant, je vois que vous vous étonnez de mon propos, mais vous en parlez, on le trouve très peu dans la littérature. En quoi consiste-t-il exactement? Parce que je pense qu'il est important pour les couples qui veulent éprouver leur vie dans la durée. C'est-à-dire quelque part qu'une des choses qui est extrêmement complexe à comprendre, c'est que quand nous naissons, nous ne nous appartenons pas. Notre corps est porté par le geste et l'amour de ceux qui nous accompagnent. C'est nos parents, les adultes qui veillent sur nous, qui vont porter attention à notre corps et qui vont le faire exister. Donc nous sommes par essence même, quelque part, je dirais, à la disposition des autres. Et toute notre adolescence, toute notre enfance, toute notre adolescence va être construite sur la réappropriation des corps, sur comment nous allons prendre possession de notre corps, comment le geste que nous posons est un geste d'appropriation, jour après jour. Et l'adolescence est peut-être ce qu'il y a de plus, de plus intéressant par rapport à ça en termes d'appropriation des corps. Seulement, quelque part, se réapproprier son corps, se réapproprier sa vie, devenir quelque part acteur de sa vie plutôt que d'être porté par les autres, c'est pas sans coût, quoi. Il y a un coût à cela. C'est pas évident. L'autonomie qui est tellement à la mode dans les propos journalistiques, néanmoins, c'est pas si facile que ça. Et donc, il va falloir, par toutes les manières qui sont les nôtres, de nous garantir en quelque sorte que ce que l'on a fait ne signifie pas qu'on perd l'autre. La grande dialectique qui va animer l'homme durant sa vie, c'est si je m'éloigne, est-ce qu'on m'oublie? Si je désobéis, si je ne suis pas comme les autres attendaient que je sois, est-ce que je vais perdre leur amour? Il y a donc une inquiétude dans tous ces mouvements d'autonomie. L'autonomie, c'est un mouvement vraiment, vraiment très inquiétant. Et dès lors, quelque part, on va mettre en place toute une série de mécanismes relationnels pour faire en sorte, quelque part, de s'assurer que malgré le fait de désobéir, de décevoir, de s'écarter, de s'éloigner, de se différencier, malgré tous ces gestes qui sont naturels, l'amour que l'autre me porte n'est pas menacé par cela. Et donc la condition naturelle de la condition humaine, c'est de pouvoir s'écarter à la condition sine qua non que l'autre ne m'oublie pas et que je n'oublie pas l'autre. Et donc on va mettre en place toute une série de mécanismes très complexes pour constamment mettre en mouvement cette réassurance qui fait quelque part que malgré ma différence, malgré mon éloignement, quelque part je ne cesse pas d'exister. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, mais cette réassurance aussi, pour l'avoir entendu dans une conférence, vous expliquez aussi que quelque part elle se vit dans la rencontre intime, que quelque part la rencontre des corps va permettre aussi de se réassurer dans le fait que l'on se partage, que l'on se dévoile, etc. Oui, mais vous savez, c'est une question extraordinairement difficile. Est-ce qu'on existe? Est-ce que l'être humain existe? Cette première question, elle est fondamentale. Et puis deux, dans ce que je suis, dans ce que je montre, dans ce que je mets en mouvement, est-ce que l'autre, quelque part, va m'accompagner dans ce geste? Donc, on va ritualiser la relation, on va la mettre en mouvement de manière la plus élémentaire et la plus complexe pour toujours se rassurer qu'on existe, que l'autre nous aime, que l'autre ne va pas nous abandonner. Et donc, par exemple, ne fût-ce que dans le serrage de main, j'ai toujours trouvé ça très très intéressant de se rappeler le fondement du rituel du serrage de main. Quand deux hommes se croisent, qu'ils s'approchent l'un l'autre, ils se tendent la main droite et ils se balancent la main l'un l'autre. Ce geste peut paraître totalement anodin, mais en réalité, il est issu du Moyen-Âge. Il est issu d'une période où nous étions armés. Nous avions des couteaux, des épées, toutes sortes d'objets tranchants. Donc si je me rapprochais de vous, si vous vous rapprochiez de moi, nous prenions réciproquement un risque. Celui que vous me donniez ou que je vous donne un coup de couteau ou un coup d'épée.
Alors, la main gauche, c'est la main sinistre, c'est la main du diable. Donc, c'est une main avec laquelle je ne peux pas me battre au risque d'aller en enfer. La main droite, c'est la main de l'honneur, la main de la fierté. Je viens vers vous, je me rapproche de vous et je viens la main nue. Je vous montre par là, quelque part, que je ne suis pas armé, vous aussi. Ensuite, nous saisissons la main et nous créons un rythme. Nous partageons une séquence relationnelle où nous nous synchronisons. Ce geste-là est très banal. Si je viens vers vous la main tendue, si je viens comme ça, vous allez vous inquiéter de ne pas savoir ce que je veux. Mais si je viens vers vous la main tendue, vous savez ce que je veux. Vous savez très bien comment il faut faire. Vous allez faire le même geste. Et nous allons, vous et moi, mettre en place une séquence ritualisée qui va nous permettre de passer d'une situation de solitude à une relation, une rencontre, à se rapprocher et à diminuer le risque qu'il y a à ce que nos rapprochements réciproques ne soient pas dangereux, parce qu'au fond, ce qui fait peur aux hommes, c'est le rapprochement. Et donc, toutes les séquences relationnelles de nos vies sont ritualisées. Elles sont construites sur une organisation psychique qui fait en quelque sorte que je sais vers quoi je vais. Le rituel, c'est une procédure relationnelle anticipable. Quand vous mettez un enfant au sommeil, vous lui racontez une histoire et tous les parents du monde savent très bien que c'est ennuyeux parce qu'il faut leur raconter tous les jours la même histoire. Alors vous essayez de changer l'histoire, vous essayez de passer à autre chose. Les enfants sont très attachés à ce qu'on leur raconte toujours la même histoire. Pour une raison très simple. Quand l'enfant entend une histoire qu'il connaît, il sait comment elle va se terminer. Il peut l'anticiper. Il peut dès lors se projeter dans le futur. Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant chez l'homme que de pouvoir se prémunir de cet inconnu absolu qui est de ne pas savoir vers quoi on va. La réassurance, ce sont tous ces mécanismes relationnels que l'on met en place de manière ritualisée ou spontanée et qui nous permettent en quelque sorte d'abaisser ce niveau d'inquiétude que l'autre représente en termes soit d'agression, soit d'abandon. Justement, alors, est-ce que la réassurance non plus n'est pas, pendant de nombreux siècles, la sexualité est considérée comme étant lieu de la procréation, oui. Puis après ça, elle va devenir, on va reconnaître que c'est quand même un langage de l'amour, mais est-ce que la réassurance n'a pas aussi une fonction fondamentale dans cette intimité-là? Oui, bien sûr, ça fait partie, je dirais, quelque part, des choses fondamentales du lien amoureux, du lien conjugal, qui est de voir naturellement dans le rapport intime, la sexualité, la tendresse et la caresse, quelque chose de ritualisé. C'est-à-dire quelque chose qui a cette fonction de réassurance, c'est-à-dire l'autre est avec moi, mais surtout, et c'est là quelque chose de très compliqué, c'est que dans la sexualité, il y a quelque chose de l'ordre de la synchronie. Quelque chose de l'ordre de la synchronie, c'est-à-dire un moment où on en est parfaitement avec l'autre. C'est pas fusionnel, hein, c'est synchrone. C'est pas du tout une fusion, il ne faut pas se confondre les concepts. Et ce moment de synchronie est par essence même un moment qui, dans notre vie, a été fondateur de l'apaisement suprême. Quand petit garçon, petite fille, on est dans un moment de détresse parce qu'on a faim, parce qu'on a froid, parce qu'on a peur, et que l'autre arrive et par le geste qu'il pose vient apaiser cette inquiétude, il y a à cet instant, comme dans le serrage de main, un moment de synchronie, un moment d'apaisement parce qu'on est ensemble. La sexualité, bien évidemment, dans notre modernité, a cette fonction-là, cette fonction clairement d'être un geste qui a cette fonction d'apaisement, bien évidemment, tout à fait. Alors, cette fonction-là, on peut la vivre au sein du couple, mais est-ce que parfois, quand on est dans des rapports peut-être avec des collègues de travail, etc., où tout d'un coup, l'un se raconte, se dévoile, etc., est-ce que, de manière insidieuse, ce mécanisme ne peut pas s'inscrire aussi dans la relation? Mais c'est là que la première question rejoint la deuxième, si vous voulez. C'est-à-dire, quelque part, la question que vous posez est vaste, parce que quand vous racontez un événement personnel, vous avez deux types de réactions habituelles. Soit l'autre ne vous écoute pas. Au détour d'un événement que vous racontez, il en profite pour raconter son événement, et donc il gomme le vôtre pour prendre toute la place. Hein, si vous arrivez sur votre lieu de travail de dire « j'ai eu un accident de voiture, m'en parle pas, moi hier j'en ai eu un », poum, votre événement est gommé au prix du deuxième. Mais les relations ne sont pas uniquement de ce type-là, il y a aussi vraiment l'intérêt à l'autre. Et je vous dis, quelque part, exister, c'est voir qu'à l'extérieur de moi, l'autre fait attention à ce que je suis, c'est-à-dire que donc j'existe. Je vois bien quelque part que j'existe au travers de l'intérêt, du geste ou de l'attention que l'autre me porte. Et donc il va accueillir ce que je lui raconte, il va prendre intérêt à ce que je lui raconte. Et donc, mon histoire me met en lien avec lui. Au fond, qu'est-ce qu'il y a de plus fort chez les hommes que de se sentir en groupe? Parce que, je vous dis, la condition humaine se promène sur une polarité qui est j'existe et je suis en groupe, et quand je suis en groupe, est-ce que j'existe quand même? Donc, cette double polarité qui est complexe, c'est l'appartenance et l'identité. Je dois pouvoir exister par ma différence, mais alors je risque de disparaître
aux yeux du groupe, ou je dois appartenir, mais alors je risque de disparaître parce que je suis avalé par le groupe. Donc les deux pôles, vraiment, on se promène toute notre vie, on se promène sur cette polarité sans jamais vraiment le résoudre. D'un côté la banalité, ou de l'autre côté la solitude. Je suis seul au prix du groupe, je suis dans le groupe au prix de mon individu. C'est vraiment cette question-là. Et donc ce moment où l'autre s'intéresse à moi, et par essence même un moment d'apaisement, c'est le fondement de la psychothérapie. Hein. Tout à coup, l'autre s'intéresse à moi, vraiment. Je vous propose, si vous voulez bien, de nous retrouver alors après cette conception, ce concept de la réassurance sur un troisième concept et qui fait peut-être quand même le lien avec les deux premiers, qui est la thématique de l'humour. D'accord. Jean Van Emmelrech, nous en arrivons déjà à la troisième partie de notre rencontre, et avec cette notion de l'humour. Dans la littérature, quand on parle des personnes qui sont résilientes, etc., certaines vont développer de l'humour. Est-ce que tous les résilients ont de l'humour? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, non. Non, 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 vraiment pas. Mais l'humour est un outil très intéressant parce que on voit bien quelque part, les enfants n'ont pas beaucoup d'humour parce qu'ils n'ont pas un regard sur eux suffisamment abstrait, une capacité de se différencier d'eux-mêmes. Donc ils ne sont pas spectateurs d'eux-mêmes suffisamment. Quand on a de l'humour, la première personne dont on rit, normalement, c'est de soi. C'est pas de l'autre. L'autre, à ce moment-là, c'est une agression, c'est une humiliation. Un des principes fondateurs de la résilience, c'est ce qu'on appelle la dissociation, c'est-à-dire que vous devenez spectateur de vous-même. Ce qui est arrivé, le drame que vous avez vécu, c'est pas tout à fait vous qui l'avez vécu, c'est quelqu'un d'autre. Dans cet espace intermédiaire, l'humour est un outil extraordinairement intéressant parce que vous devenez spectateur de vous-même. Si je me moque de vous, alors je prends possession de votre corps. Mais si je veux avoir de l'humour, la personne dont je vais rire, c'est moi. Mais pour pouvoir rire de moi, il faut que je puisse me symboliser. Il faut que je puisse m'écarter de moi. Il faut que je puisse me regarder. Il faut que je sois spectateur de moi. Or, dans la condition humaine, le déploiement psychique d'un être va être d'accéder petit à petit à la fois une connaissance de lui et à la fois être spectateur de soi. Dire « j'ai faim » fait que vous pouvez à la fois identifier une sensation corporelle qui renvoie à la faim, mais vous pouvez aussi être témoin de vous-même ayant faim. Pour pouvoir dire j'ai faim, il faut être spectateur de soi. L'humour se déploie donc dans cet interstice extrêmement complexe qui est moi et les autres, et je vais parler au monde en étant spectateur de moi. Mais quand je suis spectateur de moi, je peux commencer à jouer, je peux commencer à me moquer, et je peux dès lors me distancier. Vraiment, par cette distance, acquérir suffisamment de recul que pour pouvoir être moins prisonnier de moi-même. Quand je vous entends, est-ce que ça signifie que l'humour peut s'apprendre? Parce qu'on peut oui, parfois oui. grandir dans des familles où il n'y a pas beaucoup d'humour. Oui, oui. Oui, c'est vraiment... Et comment est-ce qu'on fait? Ah, ça, je sais pas. Il faut venir chez vous en thérapie. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Mais je pense quelque part que... Je pense pas qu'il y a des gens qui aient de l'humour et puis il y en a... Non, vraiment pas. Vous savez, quand vous racontez des blagues, j'adore les blagues, quand vous racontez les blagues, d'habitude, vous avez quelqu'un dans l'environnement qui dit « c'est merveilleux, moi j'en me souviens jamais ». Mais la fonction de l'humour est de produire un éclat de rire. Un éclat de rire, c'est quelque chose qui fait qu'en quelque sorte, ce qui se passe vole en éclats, dont la mémoire. Vous faites voler en éclats votre mémoire. Donc l'acte d'humour a à voir avec l'oubli. Nous sommes tous capables de mettre en place des réflexions sur comment on va faire pour oublier, comment on va faire en quelque sorte pour s'écarter de ce qui nous enferme, de ce qui nous emprisonne, car il n'y a rien de plus terrifiant quand je suis pris dans quelque chose et que je ne peux jamais m'en écarter. Mais donc l'humour est par essence même un mécanisme, un truc. On peut apprendre à nager, on peut apprendre à avoir de l'humour. Au début, on n'est pas doué, comme quand on nage. Au début, on fait 3 mètres et puis on s'essouffle. Mais c'est une vraie école. Je ne sais pas où on apprend. Je crois qu'on apprend dans la vie. Mais justement, comment apprendre à être capable de rire de soi? Parce que c'est... En essayant. Au début, on ne sera pas très doué, mais vous essayez. Il y a des trucs. Vous apprenez, vous racontez des blagues. Au début, vous les raconterez mal. Au début, vous les raconterez à l'envers. Vous ferez la chute qui est mauvaise. Vous notez vos blagues, vous les notez. Si vous dites vous les oubliez, alors notez-les. Apprenez. Au début, ce ne sera pas terrible. Et puis vous allez vous rendre compte que quelque part, il y a une puissance énorme à cela. Quelle jouissance aussi de voir que les autres rient. Car à ce moment-là, quelque part, c'est comme s'ils vous rejoignaient. C'est comme si vous étiez dans un partage. Et puis vous leur faites du bien. Et puis c'est agréable à vivre. C'est vraiment un sentiment extraordinairement euphorisant. Alors, quelle différence êtes-vous entre l'humour et la moquerie? L'humour répond à beaucoup de fonctions. Rire, ça permet de dire ce qui est indicible, de penser ce qui est impensable, de questionner notre construction du monde, notre rapport au temps. Il y a quelque chose dans le rire qui a à voir avec le partage. La personne dont je ris, c'est moi. C'est de moi dont je ris.
dans la manière que j'ai de me mettre en scène et où je montre que je ne me prends pas au sérieux. C'est-à-dire que je peux m'écarter. Je peux m'écarter de moi. Hein, c'est bien ça, par exemple, qu'on a détruit à Charlie Hebdo. Par contre, dans la moquerie, je vous capture, je me prends et me moque de vous. Quand je me moque de vous, je prends le pouvoir. Je ne me mets pas dans une position de modestie, je me mets dans une position haute et je vous regarde avec mépris et je vous humilie. Donc dans la moquerie, il y a un phénomène de pouvoir. Dans l'humour, il n'y a pas de phénomène de pouvoir. Est-ce qu'on peut être ironique par rapport à soi-même? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'ironie par rapport à soi-même, c'est amener l'autre. Vous savez, dans les mécanismes de résilience, une des peurs énormes, c'est que l'autre voit chez moi ce que je crains qu'il voit. J'ai deux stratégies potentielles. Je peux essayer de le dissimuler. Je peux essayer de mettre un voile sur ce que je crains qu'il voit. Soit, je peux montrer que je l'ai vu avant lui. Et en quelque sorte, je le prive du pouvoir qu'il aurait de me faire voir ce que je ne veux pas qu'il voie de moi. Donc je pourrais, de ma calvitie, rire avant que vous ne riez de la mienne. Vous dire quelque part... Non, mais je veux dire, imaginons que je craigne que vous vous moquiez de ma calvitie, je vais en rire le premier. Dès lors, quelque part, je vous prive du pouvoir que vous auriez de me faire du mal. Et en quelque sorte, je vais mettre en place des mécanismes qui sont des mécanismes de réappropriation et de réassurance au travers du fait que je vais rire de moi en montrant bien mon détachement par rapport à cette chose. Mais en fait, mon détachement n'est jamais qu'une mise en scène de ma peur. C'est un peu l'histoire des loups, ça. C'est-à-dire c'est Boris Cyrulnik qui en parle dans un de ses livres. Quand deux loups se battent, il y a un des loups qui... je sais de me rappeler, vous connaissez peut-être l'histoire Oui, aussi. tout à fait. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'à un moment, si je comprends bien l'exemple que vous voulez dire, il va se mettre dans une posture telle que l'autre n'a plus le pouvoir de le mordre. Il va montrer la part la plus fragile de lui-même, mais l'exposer en se livrant totalement à l'autre. Dès lors, quelque part, le loup qui prend le pouvoir n'a plus le pouvoir de mordre. C'est la vieille hypothèse, si vous vous faites arrêter par un policier parce que vous faites un excès de vitesse, plutôt que de dire « non, non, monsieur le policier, je ne roulais pas trop vite », auquel cas vous lui conférez du pouvoir, vous lui dites « oui, monsieur, je roulais trop vite, c'est vrai, vous avez raison ». À ce moment-là, le policier est dans une posture très délicate parce que vous reconnaissez son pouvoir. Et donc, il craint à tout moment d'abuser de ce pouvoir. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Hein. En tout cas, je ne veux pas dire que c'est à vérifier, mais... Moi, je l'ai vérifié. Je voudrais... ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas à tous les coups, mais ça marche. Voilà. Je voudrais juste terminer par cette question. Peut-on rire de tout? Non. Non, non. Il y a ce débat, peut-on rire de tout? Oui, mais pas avec tout le monde. Je pense qu'on ne tient pas compte d'un critère qui est la question de la temporalité. On peut rire de tout avec tout le monde, mais pas à n'importe quel moment. Vous comprenez bien que si vous vivez un drame dans votre vie, un jour, vous en rirez peut-être. Mais ça dépend quand. Si vous vivez un deuil... moi, j'ai appris l'humour. Là où je l'ai le plus rencontré, c'était dans le travail que je faisais avec des gens en fin de vie, hein, dans le domaine du cancer et du sida. J'ai entendu des gens s'interroger sur l'humour dans des chambres de mourants. Mais, donc, on pourrait rire de tout avec tout le monde, mais pas avec tout le monde. Non, il y a des moments, et puis il y a des sujets. Aujourd'hui, on peut rire de la Deuxième Guerre mondiale, mais rire aujourd'hui de ce qui s'est passé à Paris avec Charlie Hebdo, ou rire de ce qui se passe avec cet accident d'hélicoptère en Argentine, qui est vraiment tout récent, on est un peu dans un état de stupeur, donc il faut y aller lentement. Mais si vous regardez bien, dans le quotidien, quand un événement se passe, quelques jours après, vont arriver des blagues et des anecdotes. Mais il y a un certain temps qui s'écoule. Merci à vous, Jean Hemelrech, d'avoir pris le temps de nous présenter ces concepts qui nous permettent peut-être de mieux vivre notre vie. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir ce magazine, il vous est possible de le faire en allant sur notre site infocato.be, au nom de toute l'équipe qui a préparé cette émission. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.